Chérif, bonsoir. La tournée économique du président de la République, l'agriculture, les ressources naturelles sont servies à dîner ce soir. J'espère que tu aimes. À ton service, en tout cas, l'économiste Moustapha Kassé. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Amadou. Quelle appréciation avez-vous de la tournée économique du président de la République? J'en ai une appréciation tout à fait positive. Je crois que le plus grand des responsables qui gère effectivement toutes les politiques publiques doit de temps en temps aller sur le terrain pour se rendre compte de ce qui se fait. Ce qui se fait de bien, de ce qui se fait de mal, oui. Et ensuite pour pouvoir repositionner et regonfler exactement les acteurs du développement. Surtout Kaolack, Kaffrine, Tamba, votre région d'origine d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, le choix sur ces trois régions. Oui, mais enfin on voit bien que c'est à la fois une partie du bassin arachidier et une partie du bassin cotonnier, évidemment, et ensuite une autre partie de l'élevage. Particulièrement au niveau de Tambacounda. Élevage et un peu de l'agriculture, particulièrement fruitière et autres. Donc, je pense que c'est une excellente chose. Évidemment, notre problème, c'est notre grand problème. Comment faire en sorte que des actes aussi positifs puissent effectivement être extraits des polémiques politiques. Parce qu'on a trop de polémiques politiques qui ne nous permettent pas d'avancer. Moi, j'ai écouté les radios, j'ai lu les journaux, etc. Mais c'est toujours la même chose. Ah oui, c'est de la politique, etc. Mais c'est une excellente chose. Tous les présidents sérieux font de temps en temps, en fait, des tournées de cette nature. Justement, ce n'est pas la première fois qu'un président de la République au Sénégal effectue une tournée économique, tournée qualifiée souvent de campagne politique déguisée. Mais quel impact peut avoir sur les performances agricoles, sur la politique agricole, le fait qu'un président aille au champ? Mais c'est une très bonne chose parce que de toute manière, l'impact c'est ceci. C'est qu'au moins on sait les acteurs. Au lieu d'avoir, et on va connaître également les faiblesses relatives, les contre-performances, qui ne soient pas simplement les rapports des techniciens ou les rapports d'experts. Vous savez, les rapports des techniciens et d'experts sont souvent biaisés. Bon, la plupart du temps, on met dans un rapport ce que précisément le récipiendaire du rapport souhaite y trouver. Évidemment, c'est différent que vous-même vous rendez sur place. Et vous voyez effectivement ce qui a marché. Par exemple, quand il parle du programme d'urgence, il note déjà qu'il doit y avoir une plus grande interrelation entre précisément ce programme d'urgence et effectivement les ministères techniques. Cela veut dire qu'il pose un problème institutionnel qui est extrêmement très important. Très important parce que nous avons vécu la catastrophe sur cela. Prenons par exemple dans la gestion socialiste. Nous avions les sociétés d'action en milieu rural. Il y avait au moins une quarantaine ou cinquantaine de sociétés, mais qui n'avaient absolument aucune coordination, chacune travaillant dans son domaine, la Sodeva ici, la SAED là, d'autres sociétés, et à telle enseigne que de toute manière, les problèmes réels du monde rural ne sont pas bien perçus souvent. Mais est-ce que la solution, c'est aussi d'affecter la gestion de ces programmes d'urgence au PNUD? J'ai fait un ouvrage en 1998. Je l'ai intitulé L'État, le technicien et le banquier face aux défis du monde rural. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires qui sont un peu des tontons fouettards. C'est les institutions financières de Bretton Woods. La plupart du temps, ils viennent avec un schéma tout à fait déterminé. La plupart du temps, tentant de construire un capitalisme sans les capitalistes locaux. Et la plupart du temps, sans effectivement un programme social bien approprié. Des partenaires qui ont failli aussi, comme les États ont failli. 22, oui, est-ce que la solution donc c'est le PNUD? Non, mais c'est pas le PNUD au moins a cet avantage, de toujours pas être un partisan des programmes d'ajustement structurel.
Mais imagine, le premier ouvrage d'orientation du PNUD, ça a été l'ajustement à visage humain. Absolument. L'ajustement à visage humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère précisément l'apport des acteurs sociaux, ici des acteurs ruraux, dans le développement, mais il faut les approcher directement. Parce qu'en fait, quel est notre problème véritablement dans l'agriculture? Je vois à chaque fois que j'analyse l'agriculture, je retrouve les 3 problèmes que j'avais dans mon ouvrage. Premièrement, les problèmes du dedans. Les problèmes qui sont propres à l'agriculture. Le premier, c'est quoi? Nous ne connaissons pas le paysan sénégalais. Il y a 1000 visages du paysanat sénégalais. De la Casamance à chez toi, de chez moi jusqu'au Cap-Vert, vous avez effectivement des acteurs du monde rural qui sont extrêmement différents les uns des autres. Le président a dit, je vais faire des paysans des agriculteurs. Ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire, mais cela renvoie à quoi concrètement? Des paysans transformés en agriculteurs. Voilà, c'est-à-dire que des paysans qui sont modernisés, qui utilisent les facteurs modernes de production agricole et qui savent les utiliser. On les forme à les utiliser. Les semences, les engrais, le captage de l'eau, les paquets technologiques, etc., etc. Donc, des paysans qui sont formés à cela. Mais sans ruiner les exploitations familiales aussi. Mais bien sûr, j'ai dit dans cet ouvrage-là déjà, 98, nous devons préparer la petite exploitation familiale à être dans la logique marchande. Il faut aussi que cette exploitation familiale, qu'on ne l'enferme pas sur des archaïsmes qui ne font pas avancer. Nous devons aussi les aider à se moderniser, à utiliser donc tous ces facteurs de production, à utiliser le crédit, à utiliser de manière absolument efficiente le captage de l'eau pour que... regardez l'eau qui se perd. Au Burkina, quel est ce qu'on a réussi le plus au Burkina? C'est d'apprendre aux paysans à capter l'eau. Chaque petit village a effectivement son système de captage d'eau. Donc quand l'hivernage passe, de toute manière, il y a de l'eau. Donc on peut faire des cultures contre-saison. Une ingéniosité qui permet à ces exploitations familiales de résister à la dictature de l'agrobusiness, par exemple. Exactement, par exemple. Même l'agrobusiness, il ne faut pas. Moi, je n'ai jamais été contre l'agrobusiness. Mais il faudrait qu'on ait effectivement... il faut qu'on ait en fait un contrôle absolument bien huilé sur l'agrobusiness. Faire en sorte que ce système-là travaille à notre profit, n'est-ce pas? Sinon, nous ne pourrons pas avancer en ne nous fondant que sur la petite exploitation familiale. Il faudrait faire les 2, voire même les 3. Il doit y avoir encore d'autres sociétés intermédiaires. Nous sommes en train de réfléchir sur, par exemple, l'économie solidaire. On se dit l'économie solidaire, c'est la petite économie marchande, n'est-ce pas, agricole ou des services, qui doit effectivement trouver des moyens de se regrouper pour créer des unités de dimension qui leur permettent d'accéder au marché dans une logique marchande. C'est possible. Il y a quand même une perspective, on a presque déclenché le chrono, en tout cas le décompte, le compte à rebours. Le président a promis l'autosuffisance alimentaire en riz en 2017. Il effectue des tournées économiques avec une forte connotation agricole. Est-ce que vous pensez qu'on est proche de l'objectif, vraiment? Mais on peut. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à peu près à l'autosuffisance en riz? Il nous faudrait 3 choses. Il faut de l'eau. Il y en a à suffisance. Aujourd'hui, l'irrigation n'est exploitée peut-être qu'à 30 ou 40%. Vous voyez? Il faut des engrais. Mais nous avons effectivement les ICS. Dans le projet gouvernemental, il est envisagé justement de redresser ces grandes sociétés qui sont en panne en ce moment, les ICS, la SAR, etc. Alors, je me dis donc, les engrais existent. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays de la sous-région qui tirent leur engrais d'une importation du Sénégal.
il faut ensuite des facteurs modernes de production. Je veux dire, il faudrait effectivement des semences sélectionnées. Nous avons l'ISRA, qui est effectivement un énorme complexe de recherche. Peut-être qu'il manque un peu de moyens, mais avec l'ISRA, le paquet technologique sur le riz est absolument bien maîtrisé. Le ministre de l'Agriculture a eu pour fonction que de gérer précisément le développement du riz. C'était ça, ce que Abdoulaye Seck faisait à l'extérieur. Il en a les compétences. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on atteindra l'objectif en 2017 En 2017, oui. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Vous savez, des fois aussi, l'économie, on ne peut pas lire comme sur une boule de verre. Là. On dit si toutes les conditions sont réunies, il se pourrait que, effectivement, et on essaie de mettre les conditions en place. Le problème, c'est de mettre les conditions en place. Par exemple, pourquoi on n'insiste pas sur... aujourd'hui, le budget est en train de passer. Est-ce que les 157 milliards alloués effectivement à l'agriculture sont suffisants? Est-ce qu'il ne faut pas plus? Et si nous voulons atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire, sans compter sur les ressources extérieures, mais sur nos propres ressources, est-ce que nous ne devons pas dégager évidemment un quantum de financement plus important? Par exemple, vous vous souvenez certainement, l'Union africaine avait effectivement demandé à ce que tous les États augmentent le pourcentage de leur PIB consacré à l'agriculture. Et je suis sûr que si on le fait, déjà on est sur la bonne voie. Il y a quoi encore? Il y a préparer les acteurs. Oui. Ça y est, les acteurs sénégalais commencent à bien connaître le riz. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va bloquer? Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes en train de dire, on va s'ouvrir, les importations de riz n'ont qu'à venir, et nous ne faisons rien pour changer les habitudes de consommation des Sénégalais. Et vous savez, les importations de riz, j'ai écrit en 1998 que c'était la plus grosse spéculation qui existe et qui nous empêchait effectivement d'avoir une production, une offre nationale de riz. Oui. Alors, à l'époque, la Banque mondiale me disait non, c'est pas, votre raisonnement est boiteux parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on fasse un riz trop cher alors que sur le marché mondial, nous pouvons l'avoir moins cher. Oui. C'est fini ça. On sait que cette visite comprend plusieurs volets. Il y a la visite des zones agricoles, s'enquérir de l'état d'avancement des activités du PUDC, notamment les projets du secteur hydraulique, les pistes rurales, l'électrification et les équipements. On sent là une vision holistique de ce que doit être le développement rural. Mais au bout de cette tournée économique du chef de l'État, à quoi vous attendez en tant que spécialiste? Mais à avoir à peu près une lecture non politique, une lecture factuelle des résultats concrets. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'hydraulique? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été fait dans l'électrification rurale? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui a été fait effectivement dans les pistes de production? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Etc. Qu'on arrive à avoir si vous voulez, une évaluation exhaustive de la situation, à telle enseigne que à la prochaine visite, mais le président viendra avec son couperet. Oui. Vous n'avez pas réussi cela, vous l'avez promis, pas. Ne pas se focaliser uniquement sur ce qui a été fait. Mais bien sûr, il faut voir ce qui aurait pu faire et qui ne l'a pas été. Très bien. Et ce que l'on peut faire effectivement demain. Dernière chose, professeur, quelle réflexion vous inspire le débat sur le pétrole et le gaz et la perspective d'un pays comme le Sénégal devenant un grand producteur? Mais moi, une fois encore, je suis atterré. Vraiment, il y a les économistes atterrés. Je les ai toujours critiqués, mais cette fois-ci, je suis un économiste atterré. Parce qu'on fait tout pour insérer, je l'ai dit et répété, pour insérer le pétrole dans les enjeux politiques. Quel est le problème exactement? Nous avons, depuis 50 ans, et ça dans mon ouvrage je l'ai calculé, depuis 50 ans, nous perdons annuellement 300 à 400 milliards entre les importations de riz et d'autres biens alimentaires et les importations pétrolières.
300, 400 milliards, peut-être plus, et ça dépend précisément de la fluctuation des marchés mondiaux. Absolument. Alors, si nous avons une possibilité de capter cette ressource pour nous-mêmes, mais c'est quand même pas important. Oui. C'est très important. Cela veut dire que nous puissions avoir notre pétrole, que nous puissions avoir le gaz nécessaire pour le fonctionnement de notre économie. On ne peut pas faire fonctionner une économie. Nous ne pourrons même pas nous industrialiser si nous n'avons pas effectivement une bonne dotation pétrolière. Et le pétrole, oui, terminé. Le pétrole est donc là. Oui. Donc il me semble que ça pose des problèmes. Au lieu de discuter comme toujours, des picadilles, on aurait pu aller dans le fond. Qu'est-ce que ça nécessite comme réflexion aujourd'hui? 5 réflexions importantes, me semble-t-il. La première, c'est quelles sont les incidences économiques, particulièrement sur l'ensemble de l'économie nationale. La deuxième, parce que là, le temps est fini. La deuxième, c'est quelle est l'importance, si vous voulez, environnementale sur le pays. La troisième, quelles ressources humaines faut-il former? Vous me donnez une petite parenthèse. Oui, le temps est terminé. Toute petite. Oui. Quand l'Algérie a découvert son pétrole, vous savez ce qu'il a fait? À l'époque, c'était juste à la sortie de l'indépendance. Ils ont appelé les soviétiques en leur disant « Montez-nous un institut des hydrocarbures à El Harrach ». Ça, c'est la troisième chose. La quatrième, c'est qu'il faut qu'on forme des hommes. Parce que le pétrole nécessite des contrats, ça nécessite des lois, ça nécessite un cadre réglementaire et des institutions. Et dernière chose? La formation des ressources humaines. Très bien. Il ne faut pas commencer par dire petit institut de pétrolière, etc., alors qu'il faut former des ingénieurs en la matière pour pouvoir exploiter toute la valeur ajoutée pétrolière. Professeur, nous vous permettons d'adresser un mot à la mémoire d'un ami que vous venez de perdre. Merci beaucoup. Vraiment, Mamadou, je suis très content. Vous me l'avez demandé, je vous l'autorise. Merci bien, parce que j'ai perdu un ami d'enfance. Nous cheminons depuis 70 ans. Nous ne nous sommes jamais querellés. Nous sommes toujours ensemble faisant les fous rires. Et il a été soustrait à notre affection. Il s'agit de Issa Fall. Malheureusement, évidemment, c'est ainsi va la vie. Mais c'est un homme d'une dimension exceptionnelle, généreux, très entreprenant. Imaginez un instituteur qui devient effectivement un grand industriel laitier, c'est pas courant. Un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Paix à son âme. Paix à son âme, que Dieu l'accepte dans son paradis. Amen. Merci bien. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.